plus en plus de personnes parlent du X-Design. Donc, j'ose pas trop en parler. Avant surtout que Laurent Chastrus nous parle un petit peu de toute cette com, tout ce marketing qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux ailleurs, sur le X. Parfois d'ailleurs on fait partie de tout ça. Donc Laurent n'est pas un chercheur, il est Head of UX. Donc c'est un regard encore différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il connaît très bien le sujet, il est passé par de grandes entreprises. Et du coup, ce qui nous semblait intéressant lorsqu'on l'a convié à participer à l'événement, c'était d'avoir son regard critique, mais dans le bon sens du terme. Donc je te laisse la parole. J'espère que j'ai pas été trop bullshit jusqu'à présent. Donc à toi maintenant. Non, je vous rassure, hein, j'ai tout mis dans le titre, après il n'y a plus rien. Donc déjà c'est impressionnant d'être ici. Alors, donc effectivement, je m'appelle Laurent Chastrus, je suis designer depuis 13 ans, et j'ai eu l'opportunité de travailler dans différents secteurs d'activité. Que ce soit dans la grande distribution, dans l'assurance, les banques, les télécoms, et dans différents secteurs, dans différents contextes, en start-up, chez les grands comptes, en cabinet de conseil, chez l'annonceur. Et à chaque fois que j'arrivais sur un projet, assez rapidement venait la question de la méthodologie que nous allions appliquer. Et à partir de là, il y avait deux types de retours. Le premier, plutôt positif, cool, je vais faire des post-it, je vais faire des ateliers, on va créer ensemble, ça va être génial. Puis le second, qui était un peu plus négatif, ouais, encore une fois, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? On va faire des Lego, on va faire des colliers de pâtes, ouais, génial. Et c'est ce qui ressort assez souvent de notre expertise. Le design, c'est des post-it et des méthodes. Ouais, enfin, le design, c'est quand même pas mal bullshit. Et c'est vrai qu'on raccorde souvent le design à une certaine forme de bullshit. Et d'ailleurs, entre nous, ça nous arrive tous, dans la semaine, à un moment donné, de s'arrêter, de regarder son collègue et de faire « Ouais, c'est un peu bullshit ce que j'ai dit quand même. » Donc, à travers cette conférence, on va essayer d'analyser, d'affiner cette vision du design, de la méthode et du bullshit. On va essayer de prendre de la hauteur pour comprendre pourquoi on associe aussi souvent le design à une certaine forme de bullshit. Et enfin, comment remettre le design au-dessus de la méthode. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un événement de vie qui vient de m'arriver pour faire un peu le parallèle et introduire. La parentalité. Lorsqu'on devient parent, on ne dort plus, mais au-delà de ça. On se pose beaucoup de questions, et la principale, c'est comment devenir un bon parent. Et à partir de là, on va commencer à poser la question un petit peu autour de nous, à nos amis parents, à nos grands-parents. Et à chaque fois, les réponses vont tourner un petit peu autour du style « Tu sais, Laurent, être un bon parent, c'est avant tout être présent, être rassurant, être à l'écoute, être réconfortant pour ton enfant. Pour le reste, vous allez apprendre à vous connaître. Être parent, ça amène une certaine forme de spontanéité, de ressenti. Chaque enfant est différent. Vous allez apprendre à vous connaître, à vous comprendre. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit « Ok, mais concrètement, comment je fais pour devenir un bon parent? Comment je sais que les choix que je vais faire vont être les bons? Comment l'accompagner au mieux dans son expérience de vie, dans son développement affectif, émotionnel, cognitif, intellectuel, etc. » Et à partir de là, on va se tourner vers notre deuxième meilleur ami, les réseaux sociaux. Parce qu'on sait bien que les réseaux sociaux sont remplis de parents parfaits et d'enfants parfaits. Et donc au détour d'une publication, au détour d'un post, nous allons entendre parler des pédagogies alternatives. Et très rapidement, vous entendrez parler certainement de la méthode Montessori, ou de la méthode Freinet, ou encore de la méthode Steiner. Il y en a plein d'autres, on ne va pas toutes les faire. Mais sans rentrer dans le détail, on va s'arrêter sur ces trois-là. Grosso modo, toutes ont une approche bienveillante de l'enfant. Tous s'appuient et accordent une grande part à l'autonomie et à la créativité de l'enfant. Tous mettent l'enfant au centre de cette démarche, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs. Et enfin, tous s'appuient sur des outils, des ateliers dont la science justifie l'impact. Et enfin, aucune n'est garante de succès. Et donc, les mois passent, vous commencez à être parent, et puis au moment d'aller retourner voir votre pédiatre, vous lui faites part de vos doutes, de vos questions. Je comprends pas, mon enfant, il n'arrête pas de pleurer dès que je le mets au lit, puis la seule manière de le calmer, c'est de le mettre sur le ventre. Mais pourtant, je sais que d'après les études scientifiques et la pédagogie Tartampion, c'est pas bien, il ne faut pas le faire.
Puis c'est pareil, quand je le porte, en fait, la seule manière de le porter de manière calme, c'est de le mettre vers l'horizon. Pourtant, le dernier article psychologie ou la méthodologie de machin explique qu'il faut le porter contre soi, face à face, parce que ça fait des enfants qui sont plus sûrs d'eux à la fin. Et à ce moment-là, le pédiatre va vous expliquer, mais vous savez, être parent, c'est avant tout être présent, rassurant, à l'écoute et réconfortant pour votre enfant. Être parent, ça amène une certaine forme de spontanéité, de ressenti, d'adaptabilité. Vous savez, ces méthodes, elles sont intéressantes. Hein. Elles donnent un cadre, elles permettent de mieux comprendre le cheminement de l'enfant, les phases par lesquelles il va passer, mais elles ne sont pas garantes de succès. Être parent, c'est du ressenti. Faites-vous confiance. Et peut-être que ce n'est pas la bonne méthode d'après telle méthodologie ou tel article scientifique, mais au moment d'aller le coucher, mettez-le sur le ventre, ne l'étouffez pas, mais restez présent le temps qu'il s'endorme. Être parent, il ne faut pas culpabiliser, il faut s'adapter. Ne culpabilisez pas. Bon, et le design dans tout ça, parce qu'on n'est quand même pas au salon de la petite enfance. Donc je vous parle de design car pour moi, il y a un certain parallèle à faire entre le design et les questions et le cheminement que l'on peut faire lorsque l'on devient parent. Alors, petite précision, lorsque je parle de design, je fais référence à tout le processus de création intégré dans une entreprise. Parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont freelance, et quand on est freelance, on a quand même cette opportunité de prendre de la hauteur plus facilement sur les projets, et de choisir les projets sur lesquels on peut intervenir, pour qu'ils soient en adéquation avec nos valeurs et notre vision du design. Ensuite, quand je parle de designer, je fais référence à un élément intégré dans ce processus. Et enfin, mon propos s'inscrit dans un contexte de from to scratch, en partant de zéro. Donc, pourquoi le parallèle? Parce que d'après moi, il y a un certain parallèle à faire entre le design, les pédagogies alternatives, qui ne sont pas garantes de succès, et le désir de devenir un bon parent. Prenons le cas d'un néophyte. On a suscité son intérêt. Il a envie d'en savoir un peu plus sur le design, sur le designer, le métier de designer. Eh bien, tout comme le futur parent, sa première démarche, ça va être de poser la question autour de lui. Et là, il va avoir une myriade de définitions, mais qui ressembleront toutes à peu près à, tu sais, être designer, c'est concevoir des expériences efficaces, efficientes, satisfaisantes, mémorables pour l'utilisateur et l'humain. Pour cela, on s'appuie sur l'observation. On les observe dans leur contexte. On innove avec eux. On part de leurs besoins pour innover. Et à ce moment-là, notre néophyte va dire « Ok, mais concrètement, c'est quoi le design et c'est quoi le designer et qu'est-ce que le design et que fait le designer ?» Et à ce moment-là, tout comme le futur parent, il va aller se tourner vers les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux professionnels très certainement. Et au détour de quelques postes, il entendra parler de méthodes de design. Et la principale que l'on connaît tous, il tombera très certainement en premier sur le design thinking et la manière de penser propre au designer. Alors je sais bien que les phases sont passées de 7 à 5 à 3 avec Tim Brown et David Cayley. Et vu qu'on associe toujours le design thinking à Tim Brown, on va s'appuyer sur ce qu'il communique. Donc qu'est-ce que va apprendre notre néophyte? Eh bien que le design thinking est une méthode créative, globale, et centrée sur l'humain, qui repose sur 3 phases. La première, l'observation. On observe l'individu dans son contexte social et culturel. La seconde, l'idéation. C'est le moment d'expérimenter, de générer des idées, de créer des idées. Vient ensuite la mise en œuvre. Et le design étant trop important pour être laissé aux seules mains des designers, déclarait Tim Brown, qu'à la fin du processus de design, il faut passer d'une économie passive à une participation active, à une consommation passive à une participation active, pardon. C'est le moment de l'implémentation. Le design devient un système participatif. Donc on pourrait s'arrêter là, mais notre néophyte va tomber sur d'autres méthodologies. Et là, je vous propose un quiz, donc vous allez bosser un peu. Je vais vous donner 3 définitions. Je vous rassure, rien de bien compliqué. Vous allez me donner les méthodes associées. Et je vous rassure, vous voyez bien, je suis un peu plus stressé que vous, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis en plus, on m'a dit de ne pas bouger. Donc, première méthodologie, je vous laisse le temps de lire, parce qu'en plus, je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un a des idées? Une idée en tout cas, peut-être. Allez, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Design sprint, effectivement. Suivante.
Ah, ah. Ah, yes, design systémique. Et enfin, une petite dernière pour la route. Ça mange pas de pain. Pardon? Non, pardon. Le service design. Alors, les définitions ne sont pas de moi, elles sont issues de sites et de blogs qui font référence sur le design que vous connaissez très certainement tous. Donc, nous venons de voir 3 méthodologies assez simples, ou 4 plutôt. Le design thinking, le design systémique, le service design, et enfin, le design sprint. Alors, on ne va pas toutes les faire, on ne va pas donner les définitions de toutes les méthodologies, mais notre néophyte, dans sa recherche, va tomber après, et bien sur le sprint design quarter, sur le sustainable design, sur le design circulaire, le double diamant, le design génératif, le design inclusif, le design éclairé ou consciencious design, le design de fiction, le design holistique, les 5 étapes de l'expérience mode, design, pardon, je sais plus. Ouais, je m'y perds en plus, moi le premier, etc. Et puis on va dire qu'il y en a encore un petit peu par ici, un peu par là, le design comportemental, l'EDK design, SAP design thinking, le design feeling, le speed design, le Linux, qu'est-ce qu'on a encore? Le legal design, et puis ensuite le resilienting designing resilience, et puis enfin, sans oublier bien évidemment, les méthodes du X-design. Alors, la liste n'est bien évidemment pas exhaustive, et chacun d'entre vous pourrait donner une définition d'une méthodologie qu'il utilise. En revanche, qui est capable de me donner une description de chacune d'elles? Qui est capable de me donner la spécificité de chacune d'elles? Et puis, qui les applique à la lettre? Voilà. Donc, on se retrouve parfois en réunion à balancer l'une de ces méthodologies sans savoir vraiment ce que c'est. On est bien incapable de donner une définition exacte. Pourtant, si on y prête attention, tout comme lorsque je parlais des pédagogies alternatives, il y avait une seule variable d'ajustement. Eh bien, ce qui les différencie toutes, c'est le cadre de réflexion dans lequel elles s'inscrivent. Reprenons par exemple les quelques définitions que j'ai données juste avant. Ce qui les différencie, c'est le contexte dans lequel s'applique la réflexion, le périmètre dans lequel la réflexion doit s'établir. L'un sera très restreint dans le temps et sur la problématique, le design sprint. L'autre prendra en compte l'expérience au global, le end-to-end, comme on dit, et puis l'impact sur l'expérience de marque, etc. Et finalement, tout comme pour la parentalité, si l'on revient aux bases, la définition du design thinking, la première définition qu'on donne souvent et à laquelle toutes ces méthodologies on la rattache, eh bien toutes rentrent dans cette définition et cette approche. La variable d'ajustement, c'est simplement le périmètre de réflexion accordé sur la phase d'observation. En fonction de ce périmètre, les problématiques et les idées générées correspondront plus ou moins à ce périmètre. Et enfin, toutes ont une approche participative au moment d'implémenter les idées, de leur donner vie. Et oui, il y a une personne qui vient nous voir, qui est intéressée, on suscite son intérêt, sa curiosité, qui veut en savoir plus sur notre domaine d'expertise, notre valeur ajoutée. Et nous lui partageons des méthodes et des outils. On partage principalement des méthodes et des outils, et à chaque méthodologie, bien évidemment, sa boîte à outils. En démultipliant le nombre de méthodologies, en associant toujours plus les méthodes et les outils, en communiquant massivement dessus sur les réseaux sociaux, sur les blogs LinkedIn, Medium, etc., bien, nous pouvons nous interroger sur l'impact de la valeur et de l'image, sur l'impact et la valeur de... Bon, bref, vous m'avez compris. On peut s'interroger sur l'impact que nous véhiculons sur l'image et la perception que nous véhiculons de notre expertise. Car il ne faut pas se méprendre, hein. Sur les réseaux sociaux, nos prises de position en réunion, ici même, façonnent la perception qu'ont les gens de notre expertise. Nos partages, sur les réseaux ou même ailleurs, en fait, façonnent le périmètre que l'on nous accorde et que l'on nous accordera. D'ailleurs, quel avenir pour notre métier? J'essaie de penser un peu, d'imaginer. Premièrement, nous allons aller toujours plus loin dans cette industrialisation du design. Là où il y avait quelques années encore, 1 an ou 2 même de ça, on cherchait à aller dans les boards, dans les codires des entreprises.
d'intégrer les décisions stratégiques des entreprises. Eh bien aujourd'hui, ce que l'on attend du designer, c'est principalement de mettre en place des process, des méthodes, d'industrialiser toujours plus le design. Comment travailler ensemble, comment partager plus efficacement ensemble, comment produire plus rapidement. Ainsi, le designer n'est plus garant d'une approche, d'une méthode de pensée propre au designer, mais de la mise en application d'un processus prédéfini, segmenté, avec des outils standardisés. Et nous divisons de plus en plus les intervenants et les tâches. Ainsi, on a des personnes qui vont s'occuper de définir la phase d'observation, puis d'autres qui vont l'analyser, puis d'autres qui vont concevoir des solutions. Et à la fin, on se retrouve avec des UX researchers, par exemple, on va les voir, on leur dit on a fait une nouvelle offre, il faudrait que tu ailles voir les utilisateurs pour savoir s'ils sont intéressés. L'UX researcher va faire son protocole, va voir les utilisateurs, revient, bah non, ton offre, ils n'en veulent pas, elle n'est pas pertinente. Derrière, la personne qui doit concevoir une solution pour la vendre, bah, elle ne va pas imaginer de solution pour la vendre. Pourtant, peut-être que pendant cette phase de recherche utilisateur, cette personne qui doit concevoir une idée pour la rendre pertinente, eh ben, elle aurait peut-être fait des associations d'idées sur des données jugées non pertinentes par l'UX researcher. Pardon. Ah mais attends, ce que dit l'utilisateur, bon, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait là, mais ça me fait penser que la dernière fois j'avais lu un article ou une vidéo, je sais plus, et je trouve que ouais, c'est vachement intéressant, je pense qu'on pourrait l'aborder comme ça pour vendre l'approche. Et peu importe si déjà au départ, l'offre elle est peut-être pas pertinente pour les utilisateurs, mais le marché fait que les concurrents l'ont mise, on est obligé de la mettre. Donc l'UX researcher ne sait pas forcément que c'est un besoin business, et puis ensuite derrière, bah, celui qui doit concevoir la solution, bah, vu qu'il n'est pas dans l'UX la recherche, bah, fait pas d'association d'idées. La créativité, c'est le cheminement analytique, c'est l'association d'idées. En fragmentant toujours plus les étapes. Je sais plus. Et ben voilà. Etc. etc. Hein, on est d'accord. Mais merci. C'était le one-man show. Alors, mais quand nous fragmentons tout le processus et démultiplions les intervenants, nous ne favorisons pas cette créativité. Cette industrialisation et cette segmentation prennent ainsi le pas sur la créativité. Et d'ailleurs, on l'a tous vu, il y a bon nombre d'ateliers d'idéation, de design thinking, où tu n'as pas un seul designer. Bah, vous faites un atelier sans designer. Bah ouais. On fait du design thinking, on est là pour innover, nous. Et donc l'application passe par l'application d'un la créativité, pardon, passe par l'application d'un processus. On parle bien de méthode créative, de méthode d'innovation. Désormais, le message, c'est pour être créatif, faites des ateliers de design thinking. On oublie complètement que la créativité, c'est l'association d'idées, le cheminement analytique, le lâcher prise, la prise de risque, pas l'application prédéfinie d'une méthode, d'un processus. En conséquence, on a de moins en moins de créativité. On le voit tous à la sortie de ces ateliers, c'est du Airbnb-like, du Amazon-like, du Uber-like, du etc. En fait, ces ateliers, pour moi, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est les PowerPoint remplis, les benchmarks PowerPoint remplis de copier-coller des sites concurrents sans analyse et sans contexte. Et en associant toujours plus l'innovation et la créativité à un processus, nous perdons l'habitude d'être créatifs. La créativité, cela s'entretient. C'est un exercice de pensée de tous les jours. Ça ne commence pas dans un atelier avec un icebreaker pour se désactiver au moment du wrap-up en fin de session. Ainsi, nous impactons directement notre légitimité, en s'affichant toujours plus comme le garant d'un processus incarné par des outils et des phases prédéfinies. Nous diluons notre message. Nous nous retrouvons donc à créer de nouvelles méthodes de design pour justifier de la capacité du design d'aborder des problématiques sociétales, environnementales de notre temps. Le consensus design, le design génératif, le designing, je ne sais plus. Puisque la créativité, c'est la méthode de design, nous attendons du designer des méthodes, qu'il crée des méthodes, pas qu'il soit créatif. Ainsi, on invente des nouvelles méthodes pour capter l'attention, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, un designer qui dit « d'après mon expérience, je pense que c'est mal vu, c'est malvenu », on a vite fait de lui dire « t'es pas l'utilisateur quand même hein ». Et cette perte de légitimité, nous la voyons dans ces formations de 2 jours, d'une journée, d'une demi-journée, etc., à l'issue desquelles on explique « c'est bon, vous avez suivi la formation en design thinking pour innover, vous êtes des experts ».
Donc du coup, derrière, pour devenir inaudible et avoir de la visibilité, ben, on se retrouve à devoir créer une nouvelle méthode. Mais ça nourrit derrière cette overdose qu'on a vue et cette incompréhension de l'apport du designer au sein de l'entreprise. Et ça impacte directement notre message. Nous devenons inaudibles et la valeur ajoutée de notre métier n'est plus très bien perçue. Et donc, si cette industrialisation, cette perte de créativité et de légitimité rend notre message inaudible, eh bien, on peut se demander également pourquoi nous en sommes arrivés là. Alors pareil, j'ai un peu ma petite idée, on en discutera après. Premièrement, être légitime. Alors c'est paradoxal, mais en parlant de méthode de design, nous cherchons à scientifiser le design. On parle de méthode scientifique. On parle de méthode de design, et parler de méthode de design, instaure de facto un cadre scientifique, une idée d'une démarche scientifique. Pardon. Alors, il y a bien des situations où c'est pertinent, la scientifisation du design. Si je dois designer un cockpit d'avion de chasse, c'est peut-être certainement pertinent de bien comprendre le fonctionnement du cerveau en situation de stress. Mais sur des sites vitrines, des sites e-commerce qui, je le rappelle, avec nos super ateliers, se ressemblent tous, on peut se poser la question. Et cette approche par la science, nous la devons à Don Norman. Dans les années 80-90, nous sommes passés d'une ergonomie physique à une ergonomie cognitive, à une ergonomie web. Et voilà. Et donc à cette époque, c'était un changement de paradigme. Comment être certain que la personne va savoir où cliquer? Comment être certain que la personne va appréhender cette nouvelle interface facilement? Et donc voilà, on m'a coupé plein de choses. Et voilà. J'ai mis tout le reste. D'accord? Donc, mais comme ça, vous savez la solution. Non, c'est pas celui-ci. Et donc, du coup, oui, bon, on en revient sur les histoires de Don Norman. Donc, il arrive, il dit, ouais, c'est génial, machin. Et donc, du coup, c'était très pertinent à l'époque de scientifiser le design. Et la conception était drivée par la technologie. Et donc, derrière, Don Norman, à juste titre, a expliqué, non, il faudrait peut-être prendre en compte l'utilisateur et son fonctionnement cognitif. Et donc, voilà, la science a légitimé notre approche, notre expertise. D'ailleurs, je suis ici, en fait. Ouais. Bah oui, parce qu'après, je vois pas mes notes. Moi. Ah ouais, mais en fait, vous voyez tout. D'accord. Bon, alors, on a fini. Bon, bref. Alors, on en était où? Et donc, oui, cet apport de la science a légitimé notre approche. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, à cette époque, il ne faut pas oublier que ça venait des États-Unis, où tout est amazing, best ever, never saw this, etc. Et donc, l'UX, c'était forcément... J'ai accéléré le débit pour... Et donc, l'UX, c'était forcément amazing. Et du coup, en France, on a apporté ça de la même manière, en utilisant les mêmes codes, la même tonalité, la même manière de partager sur les réseaux sociaux. Et en bon français, ça a généré pas mal de déceptions, parce que les attentes étaient fortes. Ah, tu me vends un truc amazing! Ouais, ça, c'est des ateliers, quoi. Et donc ensuite, nous avons la créativité. Oui, être créatif, pourquoi? Alors je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, pour pallier le besoin de renouveau et se montrer créatif, il est plus facile de balancer une nouvelle méthodologie, pour montrer que nous sommes créatifs et dans l'air du temps, que d'expliquer que notre approche de designer et de design s'adapte quel que soit le contexte. Et comme on confond approche et méthode, pourtant, comme tout à l'heure, la pédagogie alternative ne prévaut pas de succès, l'application d'un processus créatif d'une méthode ne garantit pas la créativité. Se rassurer, en parlant de méthode, on sait ce que l'on vend. On répond à cette question qu'on a tous eu à répondre à un moment donné, mais tu produis quoi? Même si notre valeur ajoutée, c'est le jus de cerveau. Mais au moins, ça rassure le donneur d'ordre. Puis ça nous rassure nous-mêmes aussi. Puis de temps en temps, c'est même un mur face à notre incompétence. On balance le dernier terme à la mode, ouais, c'est expert. Mais je sais même pas de quoi je parle en fait. Voilà, même si j'ai jamais appliqué. Alors du coup, derrière, on peut se demander, ensuite se rassurer et se vendre, pardon, oui, se vendre. Parce que une méthode, un support, une framework, une méthode, ça se vend plus facilement. C'est personnalisable. On le budgétise plus facilement et derrière, on le rattache à des outils. Et derrière, je peux démultiplier mes ventes. Je te vends un premier atelier de design thinking d'idéation, puis derrière, je t'explique qu'il faut faire un design sprint. Puis au prochain, je t'explique que ouais, mais là, en fait, il faut que tu fasses un design sprint quarter, etc.
Pourtant, on a, comme on l'a vu ce matin, les questions économiques, sociales, environnementales, tout ça, en fait, aujourd'hui, mettre les projecteurs sous le design. En fait, on a beaucoup d'attentes maintenant des designers. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. On essaye de s'emparer de ces questions. Donc, comment nous pouvons nous réapproprier notre valeur ajoutée? Comment pouvons-nous communiquer sans devoir recréer une nouvelle méthodologie pour expliquer que le design peut apporter des solutions à ces problématiques? Donc, comment se réapproprier notre métier et comment mettre en valeur nos atouts? Revenir aux bases. Voilà. Donc, le design, c'est avant tout une pratique de penseur, une méthode de pensée. La valeur ajoutée du designer ne réside aucunement dans l'application de méthodes et d'outils, mais bien dans le cheminement analytique qu'il peut construire pour réaliser des associations d'idées et être créatif. Et ainsi, nous devrions moins nous rendre prisonniers de la méthode et de l'application d'une méthode. La méthodologie, en fait, c'est le support, c'est le framework sur lequel on s'appuie pour rendre tangible notre approche, qui est indissociable du designer et de sa capacité à appréhender les sujets et à être créatif. Donc arrêtons la surenchère de termes bullshit quand finalement il s'agit juste de la même finalité. Et comme tout à l'heure, le pédiatre rappelait aux parents, tu sais, être parent, c'est être à l'écoute, machin, bidule chouette. Eh bien, revendiquons le besoin d'une certaine liberté et d'initiative. Revendiquons le fait que la créativité, c'est une certaine part de ressenti, de subjectivité. L'observation amène une part d'objectivité. Mais il ne faut pas oublier que la créativité amène une part de ressenti, d'incertitude. Ensuite, la formation. Arrêtons de vendre des formations, s'il vous plaît, de 2 jours, de 3 jours, à l'issue desquelles on dit « c'est bon, vous êtes des designers ». Dans toutes ces formations, elles sont toutes sur le même format. Très rapidement, après 2 minutes, 3 minutes de théorie, on vous explique que Tim Brown, il a fait You, et que Don Norman, il a fait machin bidule chouette. On pratique, parce que selon l'adage, c'est en pratiquant que l'on devient forgeron. Eh bien, du coup, on fait des ateliers post-it, on fait des personnages fictifs, on fait des empathy maps fictifs, des interviews fictifs, et paf, ça fait des chocs à pic. Donc, mais quel forgeron souhaitons-nous devenir ? L'apprenti forgeron n'observe-t-il pas son maître pendant des années avant d'avoir le droit de prendre le marteau et l'enclume? L'apprenti forgeron ne pose-t-il pas des questions, n'accompagne-t-il pas son maître forgeron pendant des années avant d'être autonome? Et d'ailleurs, vous savez que j'ai appris aussi en faisant cette conférence, parce que j'ai du temps de toute façon, l'apprenti chef japonais, en fait, pendant 1 an, il observe son maître, il n'a pas le droit de prendre le couteau. C'est fou, hein? Une chose sur laquelle on pourrait communiquer beaucoup plus, selon moi, encore une fois, tout ça, c'est selon moi, hein, c'est être designer, c'est s'intéresser à tout, nourrir son intellect afin de booster sa créativité. La créativité est un exercice de pensée, il faut l'entretenir, le développer. Mais comment communiquer sur cette particularité du designer quand nous partageons uniquement des méthodes, ou majoritairement des méthodes et des outils? Et d'ailleurs, c'est tous arrivé, à un moment donné, on vient nous voir, ou sur les réseaux sociaux, t'as pas une liste de livres à me partager pour en apprendre un petit peu plus sur le design, sur l'UX, etc. Et là, vous êtes sûr que c'est toujours la même liste de livres. Tous auto-centrés. Comme si finalement, il s'agissait plus de se montrer soi-même à travers ces lectures que de communiquer la vraie valeur, la vraie particularité du designer. Donc partageons surtout. Et partageons sur la géopolitique, sur le business, la stratégie, le marketing, le sport, la physique, etc. Expliquons en quoi tout ça permet de nourrir notre cheminement analytique, notre créativité. En quoi le dernier article sur la guerre en Ukraine et l'impact politique qu'elle a pu avoir sur les îles Caïmans, ça permet de nourrir ce cheminement, d'être créatif. Ce ne sont pas les outils et les méthodologies qui font de nous de bons designers, mais bien parce que nous sommes de bons designers, que ces outils et ces méthodes sont efficaces et bonnes et bons. Et donc la prochaine fois, quand vous devrez partager une méthode, pensez à moi. Non, mais demandez-vous déjà si c'est pas un article d'un Américain où tout est amazing, best ever, never saw this, etc. Deuxièmement, demandez-vous si finalement c'est pas une couche de vernis faite par une agence pour vous vendre une prestation. Et enfin, demandez-vous si au fond, c'est pas simplement du design. Alors je dis pas, il faut de temps en temps, on peut partager aussi sur des méthodes. Et d'ailleurs, c'est très pertinent pour les entreprises de temps en temps de
partager sur les frameworks qu'elles utilisent en interne. Mais il ne faut pas oublier, il faut recontextualiser. En général, ces frameworks dans les entreprises, c'est juste une réinterprétation du design thinking pour coller aux valeurs de l'entreprise et pour que les employés puissent se l'approprier. Et donc, je finirai en vous disant que nous sommes tous garants de la valeur de notre expertise que nous communiquons. Merci.